Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons avoir droit à des éditions spéciales de la Pause d'Art les prochaines semaines. Nous sommes sur l'événement Focus Cameroun, la 3e édition. Je ferai de mon mieux pour vous raconter ce qui se passe à Paris. La Pause d'Art. Bonjour chers amis, bienvenue sur la Pause d'Art. Nous sommes sur le Focus Cameroun qui se fait à Paris. C'est la 3e édition déjà. C'est un programme initié par l'Institut français avec le soutien de l'ambassade de France au Cameroun, de l'Institut français de Paris et d'autres institutions. Donc là, nous sommes en direction de la maison Alfort. Hier déjà, c'était une très grosse journée. Je m'étais promis sur ce focus de faire en moyenne un podcast par jour, un peu pour vous faire vivre l'ambiance ici, là, parmi les artistes, la rencontre avec le public, la médiation, le montage des expositions, le travail des designers, des stylistes, et donc, bref, tout le beau monde qui est sur cette édition. Mais malheureusement, c'est beaucoup de travail parce qu'en plus de ça, j'ai ma propre expo que je dois gérer. Et donc, on fera au mieux, mais j'essaierai de me coller au maximum à l'ambiance de ce qui se passe ici. Nous sommes sortis du micro, la sortie 1, à la maison Alfort. Nous sommes dans le hall. C'est un ensemble de bâtiments un peu gris avec des touches de couleur. Excusez-moi si je suis un peu essoufflé. Je prends que des escaliers depuis et voilà. Donc nous sommes à la maison Alfort et on va se préparer pour notre atelier à Alioum, Boris Zebo, moi y compris. Nous allons donner des ateliers d'initiation à l'art numérique, NFT, peinture, etc. Voilà, nous rentrons dans la médiathèque de l'espace Maison Alfort. Tout à l'heure, je me rapprocherai d'un responsable de cet espace pour qu'il nous explique un peu qu'est-ce que c'est la Maison Alfort, qu'est-ce qui se développe par ici. Pour l'instant, je sais que c'est juste des partenaires de l'Institut français Cameroun. Très bien. Donc, bonjour. Donc, on déambule un peu dans l'espace. On va descendre. Donc là, on va nous faire une visite de l'espace et après, on commencera peut-être les ateliers. Là, nous sommes dans la bibliothèque, c'est énorme, c'est grand et très illuminé, très lumineux. C'est vraiment très agréable pour la lecture. À l'intérieur, on a l'impression d'avoir un pied à l'extérieur. Il y a beaucoup de baies vitrées qui donnent sur une végétation luxuriante. C'est très beau et j'imagine même pas la quantité de livres qui se trouvent là. Et voilà, c'est un très bel espace. Très bel espace, on a l'impression d'être à la campagne. Ah, il y a des gens qui viennent à notre rencontre. Moi j'adore tout ce qui est art textile et tout ça. Moi-même je suis dans le textile. C'est vrai? Je refais l'historique, puis on va visiter le bâtiment. Là je fais un bref historique. La médiathèque ici, elle est créée, celle-ci inaugurée en 1976. 1976, c'est les pleines années 1970 du développement culturel en France, où les médiathèques se construisent, où les conservatoires de musique se créent. C'est vraiment des années assez phares, avant les années Mitterrand et Lang des années 80. C'est déjà impulsé dans les années 70. Il y a les bibliothèques en France, elles existent dans les villes. Elles sont créées à peu près à la fin du 19e siècle. Maison Alfort, à la fin du 19e siècle, il y a une bibliothèque qui va ouvrir, qui va au début du 20e siècle se continuer, vivre tranquillement. Et c'est dans les années 1960 qu'il y a une vraie politique de la ville, une vraie ambition de politique culturelle et surtout de lecture publique. Et là, ils vont ouvrir plusieurs annexes au sein de la ville. Et c'est
de cette politique-là que naît dans les années 1970 l'ambition d'ouvrir un immense bâtiment, celui-ci, la médiathèque André Malraux, situé juste à côté du métro, donc très facilement accessible, dans un bâtiment extrêmement moderne et un bâtiment très imposant parce qu'il fait 3 niveaux et 2600 mètres carrés. Donc c'est un vrai investissement de la ville. Cet investissement va continuer parce que 6 ans plus tard, en 1982, on va mettre en plus un bibliobus en route qui va desservir la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, on a à Maisons-Alfort, qui est une ville de 56 000 habitants à peu près, petite ville de banlieue, moyenne ville de banlieue, c'est pas une petite ville, mais moyenne ville de banlieue, 56 000 habitants, on a 4 médiathèques. La médiathèque André Malraux, où vous êtes, 2600 mètres carrés, 2 médiathèques de quartier qui sont plus petites, qui font 300 mètres carrés, mais qui sont un peu plus loin et qui sont des antennes, et un bibliobus qui circule dans la ville. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on fait plus de 700 actions auprès des scolaires dans l'année. On va dans toutes les maisons de retraite, on va dans toutes les crèches, on va dans tous les PMI apporter la lecture, lire aux enfants, déposer des livres, etc. Donc c'est un vrai soutien et c'est une vraie politique de la ville envers la lecture publique. Pour vous donner un ordre d'idée, les médiathèques, le réseau des médiathèques de la ville de Maisons-Alfort, c'est 220 000 documents. Documents, c'est-à-dire livres, DVD, CD, essentiellement des livres, bien entendu, mais 220 000, c'est énorme. Et sur rien que cette médiathèque ici, c'est 150 000 documents. C'est vraiment très, très important. Ce bâtiment, il est très particulier parce que donc c'est un souhait à l'époque de l'inscrire vraiment dans un bâtiment architectural assez nouveau. C'est Philippe et Martine Deslandes, qui sont 2 architectes, un couple d'architectes qui ont beaucoup construit en région parisienne, un peu partout en France et d'autres médiathèques d'ailleurs. On en a une jumelle dans l'Essonne, mais qui ont construit beaucoup de bâtiments et c'est vraiment des bâtiments typiques des années 1970. Leur matériau de prédilection, c'est la brique. On a parlé à Lyon tout à l'heure. C'est la brique, le béton, bien entendu, des grands espaces, pas mal de murs porteurs quand même malgré tout. Vous allez voir des pylônes vous allez voir un espace assez contraignant, mais qui font une architecture assez forte, une architecture dans laquelle on se perd, et même des gens qui nous visitent toutes les semaines, quand ils n'ont pas l'habitude d'aller dans certaines sections, sont perdus. Paloma, tu peux en témoigner, tu as travaillé ici. Donc c'est très compliqué. Dès les années 70, c'est un bâtiment qui va devenir pilote. Pourquoi ? Parce que c'est le premier bâtiment en France qui va accueillir la préfiguration, enfin une association pour la lecture auprès des adolescents. Okay. Ça n'existe pas, il y a la lecture jeunesse, il y a la lecture pour les adultes à l'époque, mais il n'y a pas la lecture pour les adolescents. Et donc ça se fait dans d'autres pays, notamment dans les pays du Nord, et les pays anglo-saxons, ça ne se fait pas en France. Et donc c'est une association qui va élire domicile ici et qui va développer ce fonds et qui va servir d'exemple pour d'autres médiathèques en France, à tel point qu'après on va réintégrer cette association qui sera dissoute, mais on va réintégrer le fonds adolescent. Et aujourd'hui, dans toutes les médiathèques en France, vous avez une section jeunesse, une section adolescente, littérature adolescente, et une section adulte. C'est aussi à l'époque, ça ne s'appelle pas médiathèque. Médiathèque est un terme assez nouveau. Ça s'appelle bibliothèque discothèque. Discothèque parce que c'est l'une des premières à prêter des disques pour l'époque. Donc je vous la montrerai tout à l'heure, on a une collection de vinyles extraordinaire qu'on ne peut plus prêter aujourd'hui, mais on a une collection de vinyles extraordinaire. Non, qu'on ne peut même plus, elles sont en réserve parce qu'on n'a plus le matériel, c'est plus prêtable aujourd'hui. Mais en tout cas, on a cette collection et nous, on veut pas la dilapider, on veut garder cette collection. Mais donc, c'est bibliothèque, discothèque. Après, quand les DVD vont sortir, on va intégrer les DVD, ça va devenir médiathèque. Et la différence entre bibliothèque et médiathèque, c'est que déjà, il y a tous les supports, c'est la première chose, mais nous sommes aussi un lieu, vous le savez, d'ateliers, de spectacles, de diffusion, de concerts ce soir, d'expositions. Donc on a des spectacles de danse, on a des spectacles jeunesse, on a des masterclass, on a des auditions du conservatoire. Voilà, on a tous ces tous ces domaines et tous ces pans de l'art, la littérature et tous ces pans de la création qui se côtoient dans les médiathèques, à la différence des musées. L'avantage de ça, c'est qu'on touche un public extrêmement large. C'est-à-dire que par an, on accueille plus de 50 000 visites
par an, ce qui est énorme. C'est l'équivalent d'un grand musée de province. Pourquoi ? Parce que tous les publics se croisent. Paloma, tu l'as vérifié, mais tous les publics se croisent. C'est-à-dire qu'ici, on accueille des grands lecteurs, des passionnés de littérature qui lisent toute la littérature norvégienne après la littérature japonaise, des lecteurs moyens qui viennent de temps en temps chercher un bouquin parce qu'ils n'ont pas envie de l'acheter, mais voilà, lecteurs occasionnels, mais aussi des demandeurs d'emploi, parce qu'on a une salle informatique en bas, donc qui viennent chercher. On accueille les scolaires, on accueille des gens qui viennent occasionnellement travailler comme des étudiants parce qu'ils ont un devoir à faire, donc ils viennent à la médiathèque. On accueille tous les publics. Et moi, je me souviens d'une anecdote. Donc j'étais à la section jeunesse. J'ai deux papas et leur gamin, leur fils, qui font la queue. Et tous les deux ont 25 livres, parce qu'on peut emprunter jusqu'à 25 livres, et les enfants empruntent à chaque fois 25 livres parce qu'ils en lisent 3 par soir. Je voulais que tu parles de ça, sinon je t'aurais relancé, parce que ça a impressionné. C'est intéressant ça. Et moi, c'est pas pour te couper, mais je voudrais savoir sous quelle administration alors. Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est le ministère de la Culture ? Non, c'est la municipalité. C'est la municipalité. C'est une bibliothèque municipale ici. Okay. Voilà. Donc c'est une vraie volonté de la municipalité. C'est la municipalité c'est la ville du coup, qui nous finance à 100%. Sachant qu'elle finance tous ces bâtiments, sachant qu'elle finance 30 agents, nous sommes 30 agents au sein du réseau des médiathèques, donc c'est beaucoup, c'est un grand service, donc ça fait quand même une charge économique très importante. Après, effectivement, nous, on dépend du ministère de la Culture, mais c'est pas le ministère qui nous finance. Ok, je voulais savoir. Juste pour savoir, est-ce que au sein de la médiathèque, on n'avait pas aussi des activités qui permettent de générer de l'argent pour voilà. Non. Tout est gratuit. Non, tout est gratuit. Tous les prêts ici sont gratuits. C'est-à-dire que ici en vous inscrivant, tu crées une carte. Tu crées une carte, tu t'abonnes, effectivement. Tous les ans, tu renouvelles ta carte. La carte est gratuite et tu peux emprunter 25 documents par mois. 25 documents, c'est-à-dire 25 livres ou 21 livres et 4 DVD. Et donc, tu peux faire... Et tout ça gratuitement, j'allais dire financé par la municipalité. Et on est organisé par section. On a la section jeunesse qu'on va aller voir après, on a la section adulte, on a la section adolescente, on a la section musique et cinéma, on a ce qu'on appelle la section documentation, qui est l'ancienne section où il y avait tous les dictionnaires, les usuels, là où on venait travailler, qui existe toujours dans les médiathèques. C'est une zone de travail, un peu de là par là où on est passé pour aller à ton atelier. Et puis voilà pour les sections, mais c'est déjà pas mal, plus une salle d'exposition qui est une salle polyvalente en réalité. Ouais. Mais pour vous donner une idée, un aperçu du public qu'on accueille ici, de l'hétérogénéité du public. Donc l'année dernière, je suis à cette banque de prêt et j'ai ce papa et son fils à peu près 7 ans, papa une quarantaine d'années, issu des beaux quartiers, lettré, qui a accès à la culture. Voilà. Son gamin prend 25 bouquins, je lui scanne ses 25 bouquins, s'en va. Juste derrière lui, la même typologie, un papa et son fils de 7 ans, même âge. Papa, pareil. Et puis le gamin, et par contre, c'est un papa et son fils issu de l'immigration. Et donc, je scanne ces bouquins et je dis, en plaisantant au gamin, je dis, mais 25 livres, tu vas lire tout ça en un mois? Ben dis donc. Et son papa me dit, mais il ne va pas les lire en un mois, il va les lire en une semaine. C'est vrai que les enfants lisent 3-4 bouquins par soir, tous, parce que c'est des petits livres, donc, et c'est des grands lecteurs, les enfants. Et là, son papa me répond, je dis, c'est super. Il me répond, bah oui, c'est super. Il me dit, moi, je ne peux pas l'aider, je ne sais pas lire. Donc, on accueille tous ces publics. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que, bon, je connais bien la culture en France, les établissements culturels. Ces publics-là, ces typologies aussi larges de publics, ne vont pas dans les opéras, vous ne les retrouvez pas dans les opéras, dans les musées ou autres. La pause d'art. Dans les médiathèques, tout le monde vient parce que tout le monde a quelqu'un à faire. Si toi, tu cherches un bouquin parce que tu as du rempotage avec tes plantes à faire, même si tu n'es pas grand lecteur, si tu n'es pas amateur de concerts, etc., tu vas venir à la médiathèque. Et donc, potentiellement, tu vas voir l'exposition qu'on aura là, accrochée. Et donc, c'est une ouverture à la culture. Et en repartant, peut-être que tu vas entendre Jazz Stellation qui passera, et tac, ils vont rentrer dans la salle, ils vont écouter 10 minutes, voire peut-être rester 1 heure. Et c'est ça, tout le monde peut se rencontrer, et toutes les cultures peuvent se rencontrer dans les médiathèques. Moi, ça fait partie, en tout cas, aussi de mon projet. Moi, je fais un peu le constat un peu inverse du Cameroun. C'est-à-dire, quand vous avez
tout à construire sur le plan culturel, c'est-à-dire les musées, les centres d'art, etc. Les artistes sont là, l'énergie est là, mais la politique culturelle n'est pas encore là. Nous, on a une politique aujourd'hui culturelle qui est très ancienne, et c'est l'inverse qui est en train de s'éroder. Et nous, maintenant, il faut redéfendre pour redire, mais non, mais si, c'est important la culture. C'est important. Parce que nous, aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est tellement normal d'avoir de la culture partout chez nous que c'est plus si important que ça. Et c'est plus si prioritaire. L'élément déclencheur, ça a été le Covid. Parce que ce qui était prioritaire, la culture et les musées, etc., y compris les librairies, étaient décidés comme non prioritaires. Et ça a été un coup de semonce dans le milieu culturel, parce que là, les musées... Moi, je me souviens, j'étais journaliste à ce moment-là, ils me disaient, mais vous vous rendez compte, on n'est pas prioritaire, tu te rends compte, dire ça, alors je dis non, on n'est pas prioritaire. On n'a pas besoin d'un musée pour vivre. Et est-ce que vous avez fait l'effort d'aller chercher des publics autres que ceux qui viennent naturellement ? Tout à fait. Ils n'avaient déjà pas de réseaux sociaux à cette époque-là, on était quand même en 2019, mais les musées n'avaient pas de réseaux sociaux. Enfin, est-ce que vous avez fait un effort, vous, avant, pour être vraiment prioritaire ? Qu'est-ce que vous apportez aux gens pour vraiment être prioritaire? Parce que moi, sincèrement, je peux vivre sans musée, je peux vivre sans art. J'ai pas de problème. Défendez-vous. Voilà. Et donc, ça a été vraiment un électrochoc. Pour moi, ça a été aussi un électrochoc, parce que de me dire, maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut se battre. Là où tous nos crédits sont coupés partout, je veux dire, le budget du ministère de la Culture, il a baissé cette année en France, alors qu'il avait été sanctuarisé pendant 30 ans ou 40 ans. Ça y est, c'est parti, parce qu'il n'y a plus d'argent, donc c'est coupé partout. Et maintenant, il faut se défendre. Il faut aller défendre. Il faut aller sur le terrain, il faut, ce que j'ai dit, remonter les manches, et puis aller chercher les gamins, aller chercher les gens, faire se rencontrer avec vous et autres, et qui ressortent ici, puis qu'un jour ils se disent, oui, la culture, c'est prioritaire. Voilà, nous sommes en train de parcourir la médiathèque de la maison Alford avec Fabien Simaude, qui est le directeur de cet espace. Fabien, responsable des annexes. Je vous ai dit qu'on avait 2 bibliothèques, 2 petites médiathèques de quartier dans la ville. Donc Fabien est responsable. Florian qui ici travaille à l'accueil. Bonjour. Et là, c'est nos bureaux. Donc là, on n'est plus du tout... Vous avez vu le nombre de bouquins qu'il y a partout, tout ça. On a nos espaces aussi où on travaille. Donc là, c'est tous les livres qui viennent d'arriver, par exemple. Il faut savoir que, par exemple, sur 2023, l'année dernière, en une année, en termes d'acquisition, c'est 11 000 livres achetés. Comme tu dis, putain. Donc ça veut dire 11 000 livres à cataloguer, couvrir, à chercher avant. D'accord. À l'heure où on parle Alain Dang. du numérique, justement, avec des sites où on achète le livre, est-ce qu'il n'y a pas justement une... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a justement pas de test, quoi, sur Il n'y a pas de conséquences directes. Si, il y en a forcément des conséquences, mais je pense que c'est des évolutions de pratique en réalité. Effectivement, il y a beaucoup de gens... Déjà, on assiste à 2 choses. C'est vrai qu'il y a eu un retour à Amazon et le Covid a un peu coupé ça et a rappelé aux gens que les librairies de proximité existaient et que chez les libraires, ils avaient des conseils et autres. Et donc, les librairies ont vu des gens venir grâce au Covid. Parce que comme on leur a dit qu'ils n'étaient pas prioritaires et que c'était fermé, ça a créé une sorte de complexe. Ils sont retournés à l'ouverture des boutiques et se sont dit, c'est pas si mal que ça. Et donc, il y a vraiment eu un effet. Pour nous, on touche quand même des gens, pour ce qui est de la lecture, qui soit en ont besoin, donc ne vont pas acquérir. Quand on a besoin d'un livre pour travailler sur un dossier, on ne va pas forcément l'acquérir, donc on vient facilement travailler à la bibliothèque. Après, quand on a des catégories de gens qui lisent un bouquin par semaine, voire 2 bouquins par semaine, arrivé à un moment, c'est une question de place. Donc la médiathèque se trouve naturellement. Le numérique nous se pose en question, c'est une concurrence, le numérique. C'est une vraie concurrence. Mais de plus en plus, les médiathèques l'intègrent. C'est-à-dire de plus en plus, soit on offre de livres numériques, c'est-à-dire que nous, on achète des livres numériques qu'on met en place et qu'on prête. C'est un prêt, parce que même le livre numérique coûte quand même un coût. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a un attachement au physique, au papier. Et de plus en plus, on voit ce retour. Moi, je l'ai vu dans l'art, de manière générale. Il y a un retour aux peintures. Voilà. Exactement. Mais je voudrais savoir comment ça se décide justement le choix déjà des livres à acheter. Je ne sais pas, Fabien, vous pouvez peut-être répondre à ça. Comment on fait le choix des livres achetés? Parce que 11 000, c'est effectivement sur 200 000 qui parlent chaque année. Quels sont les critères? Vous êtes en plein dans l'actualité parce que voilà un office, donc
vous avez expliqué ce que Non, c'était, Fabien. non, je suis pas rentré dans Un ces office, détails. c'est notre fournisseur, donc la Société française du livre qui nous envoie les dernières parutions romans du moment. Et on a à peu près 1 semaine et demie à 2 semaines pour les traiter. Et donc de là, la question qui me pilote, c'est ce livre va-t-il trouver son public dans les annexes? Là, je vous parle de ma boutique. Hein. Si je devais choisir pour ici, j'essaierais mais ce serait un peu plus compliqué. Là, je me référerais un peu à mes connaissances en matière de littérature. Mais comme je connais un peu moins le public d'ici, puisque je m'occupe des médiathèques de quartier, en revanche, ça fait 15 ans que je gère les médiathèques de quartier, donc je connais assez bien mon public et je me doute assez bien de ce qui va sortir ou pas. Voilà. Et de là... Donc, par rapport au style, par rapport à l'histoire, est-ce que c'est flonflon, est-ce que ça tient pas, est-ce que c'est un soufflet qui retombe, ou au contraire, est-ce que je suis bien pris? Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai lu quelques pages et boum, d'emblée, je me dis oui, bon, ça, il faut que je le prenne au moins dans l'une des deux. Voilà. Mais justement, connaître son public, est-ce que il n'y a pas une crainte de les enfermer dans une sorte d'univers littéraire comme ça là, alors que je suppose que vos missions aussi, c'est de titiller la curiosité de vos lecteurs. Alors c'est vrai aussi, connaître son public et prendre par exemple Harlan Coben, Douglas Kennedy, parce qu'on sait que ça c'est la grosse cavalerie et que ça va sortir, ça n'empêche pas de faire des essais. Ça n'empêche pas de temps en temps de se dire ah mais ça c'est intéressant, allez tac j'essaye. Et puis et de là bon pour les premiers romans c'est petit coup de poker, hein, ça marche pas. Mais quand il y a un historique, après quand il y a 1 ou 2 romans, qu'on regarde l'historique, là on peut chercher dans l'historique des prêts. Et puis pour compléter ce que je vous dis, on a la chance, vous êtes là encore en plein dans l'actualité puisque c'était lundi. Lundi, Laurine. Bonjour Agathe. Laurine et moi, on a été à la Bibliothèque nationale de France. C'était donc les libraires du magazine Page qui nous invitaient pour nous présenter les romans de la rentrée littéraire, c'est-à-dire ceux qui vont sortir fin août, début septembre. Okay. Et donc vous voyez, on a ça avec toute la présentation de ce qui va sortir parmi les éditeurs. Et bien sûr, on a pris plein de notes parce qu'on avait tout un panel de libraires qui nous faisaient les résumés, qui nous disaient ce qu'eux, ils les ont eu en avant-première, ils les ont eu en manuscrit et qui nous donnaient leurs avis. Voilà. Et de là, on avait le droit d'en choisir 5. Nous, qu'on reçoit ou pas. Nous sommes une bibliothèque municipale. Donc nous ne sommes pas une bibliothèque université, une bibliothèque spécialisée comme les bibliothèques d'architecture ou autres. Donc nous avons cette vocation à répondre au public le plus large possible. Donc nous sommes une bibliothèque, il faut trouver un équilibre qui doit être à la fois de distraction et de documentation. Lire pour le plaisir et lire pour se documenter. Sachant que lire pour se documenter, quand on a Wikipédia, ça a rebattu quand même pas mal de choses aussi. Donc effectivement, on a un fournisseur qui va nous envoyer une sélection de 300 bouquins en nous disant voilà, ça, nous, on a fait un premier tri pour vous, ça, dedans, c'est ce qu'il faut avoir. Nous, dans cette sélection, on va vraiment choisir ceux qui nous plaisent. Ceux qui nous plaisent parce qu'on sait quels sont les auteurs, parce qu'on a contact tous les jours avec les élèves, parce qu'on vient nous dire est-ce que vous avez tel bouquin, donc on sait, on le connaît, notre public. Le choix se fait aussi sur le goût d'un bibliothécaire. C'est-à-dire que si Fabien demain partait, ce que je ne souhaite pas, Fabien, si demain Fabien partait, quelqu'un le remplace, forcément que la collection changerait au fur et à mesure, parce que son goût ne serait pas celui de Fabien, et donc ses arbitrages seraient différents. On marche dans les dédales de la médiathèque. C'est tout un labyrinthe, il faut dire. Fabien vous a parlé de l'entrée des livres et de la sélection, donc le circuit des livres. Une fois qu'on les a sélectionnés, une fois qu'on a sélectionné les livres, après il faut les indexer, les cataloguer plutôt, donc les faire rentrer dans la base, les couvrir, c'est ce que vous êtes en train de faire pour un CD. Ouais. Voilà, Marion qui travaille en musique et cinéma. Donc là, ce sont les artistes et la délégation de l'Institut français du Cameroun qui étaient là cet après-midi et ce soir, et qui seront demain au Théâtre de la Ville. Donc on en profite pour faire une visite des lieux. Et là, vous avez la fameuse collection, regardez pour les amateurs de musique, là vous avez des centaines et des milliers de vinyles sur toute la rangée, qui était notre ancienne collection, qui est une collection qui était de référence, qui est notamment une référence en blues
et aussi en jazz, mais notamment en blues, parce que le disquaire, ça répond à la question que tu posais tout à l'heure, le disquaire qui est venu ici était un ancien de la BPI du Centre Pompidou, était un passionné de blues et donc est arrivé et donc a fait une collection de références et on venait de partout en France pour trouver certains disques qu'on ne trouvait pas ailleurs en import parce que on savait qu'on l'avait à Maison Alfort. Alors sur d'autres fonds on n'avait rien, hein, mais sur le blues on était sur le jazz, mais parce que le disquaire de cette époque-là était un passionné, donc il a fait une collection à cette image-là. Donc on a un fond assez important. Ouais, est-ce que Pardon, vas-y. je veux juste savoir si est-ce que vous l'avez numérisé pour avoir Non, non, parce que cette collection, elle était avant les ordinateurs, donc elle n'est pas numérisée. Donc elle est inventoriée, mais elle n'est pas numérisée. Et aujourd'hui, on pourrait décider de la numériser et la prêter, parce que les vinyles reviennent. Mais déjà, on s'aperçoit quand même que les gens achètent des vinyles qui viennent de sortir, pas forcément voilà. Et sinon, ça intéresse qui? Des collectionneurs. Or, les collectionneurs, ils ont déjà les vinyles chez eux. Et ensuite, il y a des vinyles quand même qui ont, entre guillemets, une valeur patrimoniale. Je ne veux pas te parler de valeur financière, mais une valeur patrimoniale, parce que c'est des disques qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ça m'amène à dire, est-ce que vous ne rejoignez pas les musées dans ce cas-là, parce que la réserve suppose l'entretenir aussi, la conservation, et aussi, tu as parlé de livres qui s'abîment. Est-ce qu'au sous-sol comme ça, avec cette végétation autour, la qualité du bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Non, justement... aucun risque. La qualité du bâtiment, déjà les années 70, c'était des bonnes années en termes de construction. C'est-à-dire que effectivement, on a comme tous les bâtiments avec des toits terrasses et autres, on peut avoir des infiltrations de temps en temps par forte pluie, etc. C'est quand même... Là, le bâtiment, il a quand même 50 ans, vous l'avez visité. Franchement, il tient bien la route, quoi. Je veux dire, de temps en temps, il faut un coup de peinture pour rafraîchir, mais c'est tout, parce que c'est un bâtiment déjà qui a été très bien construit, avec très bons matériaux, et en plus dans de bonnes années de construction. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Ensuite, non, nous ne sommes pas un musée. Le musée, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes une bibliothèque municipale. Donc nous sommes une bibliothèque de prêt, de proximité, c'est-à-dire que nous devons avoir les dernières nouveautés. C'est ça une bibliothèque municipale. Ceux qui veulent vraiment avoir des fonds anciens, etc., ils vont dans des bibliothèques patrimoniales, les bibliothèques nationales de France, la bibliothèque de Lyon, la bibliothèque d'architecture, peu importe, des différentes. Nous, on doit avoir les dernières nouveautés qui viennent de sortir. Donc, quand je vous dis qu'il y a 11 000 livres qui rentrent par an, ça veut dire qu'il y en a autant qui doivent sortir en même temps. Donc, arrivé à un moment, nous ne pouvons pas conserver. Ce qui fait que nous ne sommes pas un musée parce que nous n'avons pas vocation à garder et à conserver. Nous ne sommes pas du patrimoine. Nous faisons partie du patrimoine, mais nous n'avons pas de dimension comme les musées. Nous, on date des années 76, on a des bibliothécaires qui sont très attachés aux livres, et nous sommes très attachés aux livres dans une livre qui l'a toujours défendu. Donc, nous souhaitons garder autant de livres. Ce qui nous pose des problèmes, bien sûr, parce qu'il faut stocker, encore une fois, mais c'est notre vocation. Après, c'est des choix. Mais nous sommes parmi, je dis pas les derniers, mais en tout cas, c'est plus du tout la tendance. Aujourd'hui, les médiathèques ouvrent, c'est pour faire se rencontrer, c'est des tiers-lieux, ce qu'on appelle des tiers-lieux. C'est-à-dire, c'est plus des lieux de rencontre que des lieux de lecture. Mais est-ce que justement la numérisation ne pourrait pas être une réponse à la question du stockage à la longue? Si, mais cette numérisation, premièrement, elle coûte cher, et deuxièmement, c'est pas notre vocation. Je prends par exemple celui-ci là. Je prends au hasard. Bernanos, œuvre complète. Des Bernanos, il doit y en avoir à peu près dans la moitié des bibliothèques de France. Je crois de mémoire, ça serait à vérifier, mais je crois qu'il y a 16 000 bibliothèques en France. On n'a pas vocation à numériser Bernanos. C'est pas notre boulot. C'est le boulot de l'éditeur ou de la BNF. Mais c'est pas le nôtre. Waouh, une visite passionnante. Hein. On a fait le tour. Surtout que tu peux pas ne pas faire des comparaisons quand tu fais une visite comme celle-là. Ouais. Parce que là où ça manque les lecteurs et le livre, il y a là où c'est trop plein, il n'y a rien de tout ça. Ah, merci beaucoup. Ça c'est un don que vous avez fait il y a quelques années. Nous sommes de retour à la maison Alford, à la médiathèque de la maison Alford. Et j'ai en face de moi l'artiste Aliou Moussa et Boris Zebo qui sortent tout fraîchement de 45 minutes x 3 d'atelier auprès des enfants. Alors, Aliou, comment c'était ce moment de partage avec ce jeune public? Ah non, c'est une activité super intéressante. Les enfants, ils étaient voyants. Mais ce qui était surprenant, c'est que Paloma et moi, on s'est dit, mais quel langage tenir à des enfants qui avaient, je crois, 12, 13 ans. Mais, ouais, ou 9 ans même, hein.
surpris, c'est que les enfants eux-mêmes, ils ont commencé par des questions, je vais les citer. Mais monsieur, est-ce que la critique vous énerve? J'ai dit non, mais la critique ne peut pas m'énerver, c'est la critique qui monte l'artiste. Ça s'est très bien passé. Et puis aussi le fait qu'ils aillent aussi partout, ils aillent chez toi, chez Boris, et qu'ils s'entraînent à des différents milieux, soit NFT et même aussi Boujeka. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait Boudjeka qui était avec nous et a travaillé sur la poésie, sur la poésie avec les enfants. Alors Boris, toi c'est vrai, on a partagé le même atelier, mais j'ai pas pu enregistrer l'ambiance de ce qui s'est passé pendant l'atelier parce que moi-même j'étais en action par rapport à tout ça. Mais dis-moi, comment tu as vécu, quel sentiment tu as à la sortie de cet atelier avec les enfants? J'ai vécu un sentiment de bonheur, premièrement, un sentiment de partage, un sentiment d'intelligence pour ces enfants qu'ils avaient. Parce que c'était des enfants qui étaient... moi, je dirais même qu'ils sont surdoués, quoi. Ouais, parce qu'ils sont surdoués, ils étaient vaillants, posant des questions, même que moi, je m'attendais pas, quoi. Un peu comme... Est-ce que tu peux... Je sais qu'il y a pas mal de questions qui t'ont amusé. Est-ce que tu peux les partager avec nous? Ah oui, il y avait comme... il posait la question, est-ce que nous... D'abord, ce qui m'a remarqué, il posait la question de savoir si nous sommes connus dans notre pays, toi et moi. Et tu m'as dit, j'ai répondu ce qu'il devait attendre pour ça. Et il m'a aussi posé la question que est-ce que nous sommes riches? Bon, je lui ai posé la question que non, nous faisons ce métier par amour et par passion d'abord. Que bon, et l'argent vient après. Parce que bon, c'est pour la cause que nous sommes là, parce qu'on fait un travail que nous aimons. Nous pas pour ça que nous sommes là. J'ai aussi considéré aussi que quoi qu'il veut faire dans la vie, il ne faut pas qu'il mette d'abord de l'argent devant. Je pense d'abord à la passion et à l'amour pour ce travail, et l'argent suivra. Merci Boris. Mais il faut aussi, je tiens quand même à rappeler que c'était pas que de la moralisation ou ça a été aussi des moments très fun. On a dansé. On a dansé, on s'est amusé. Tu as mis du son. Tu les as parlé de la musique. T'es content comment tu as mis du son, du rap et c'est étonnant que tu mettais que des musiques qu'ils connaissaient. Ils te demandaient des musiques et tu mettais et tu les as donné des bonbons. Tu vois, c'est le moment de partage. Quand j'ai parlé de partage, c'est ça. Et encore des bonbons qui viennent du Cameroun, de l'Afrique. Et même c'est étonné de voir qu'un bonbon Jinjaye vient du Cameroun, de l'Afrique. T'es content. Tu vois, ils ont terminé ça là-bas, quoi. C'est fort, quoi, une performance. Ouais, ben, je me rappelle il y a un groupe qu'on a terminé après avoir terminé leur tour d'atelier, ils sont allés, eux, directement se servir de nouveau. Ils ont terminé tous les bonbons. Oui, tous les bonbons, ils ont terminé. Même nos trucs qu'on avait, nos petits trucs de vernissage à goûter. Oui. Mais c'était bon, c'est un partage, un moment de partage. C'est un moment de partage vivant, vraiment. C'était très convivial. Mais, Alioum, tu as évoqué tout à l'heure, la question vraiment liée, comment je vais dire, à la curiosité de ces enfants-là. Mais on a bien vu le milieu dans lequel ils évoluent. Cette médiathèque, mais le directeur Fabien nous a parlé des milliers, des centaines de milliers de livres mis à disposition. Et moi, ce qui m'a, je vais pas dire choqué, mais c'est pas loin de là, de savoir que chaque individu est capable de venir emprunter gratuitement 25 livres voilà, 25 livres par mois. Mais toi, comment tu as reçu cela par rapport, qu'on sait ce qui se passe chez nous et tout est gratuit surtout? Oui, non, l'accès à la culture en France, c'est assez bluffant. L'accès à la culture de l'enfance, je peux dire, puisque les enfants, ils ont 9 ans. Fabien, le directeur de Maison Alfort de la médiathèque, nous expliquait que 25 livres, un enfant a pris 25 livres, son père a pris 25. C'est pas parce que son père savait lire, mais son père travaillait pour lui, on peut le dire, puisque le père prête 25 livres pour qu'il ait 50 livres, finalement. 50 livres et il lit 25 livres par semaine. Donc c'est quand même très intéressant. Nous, on vient dans un pays où on se plaint que les gens ne lisent pas, et on vient avec cette expérience-là pour trouver qu'il y a des enfants dès leur jeune âge, et ils ont déjà, l'accès aux livres, et 2, la volonté, parce qu'il ne suffit pas d'avoir accès.
mais il faut aussi avoir la volonté. Et non, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est que la maîtresse elle-même, elle posait plus de questions que les gamins, alors que on se disait que elle accompagnait simplement les gamins, mais c'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est des expériences qu'il faut nous répéter au quotidien parce que ces expériences-là nous donnent aussi de la force parce que finalement au contact des enfants on voit aussi nos lacunes, hein. Moi je te mens pas, ils m'ont quand même secoué parce que moi j'étais en train de vouloir niveler ou même un peu voilà je voulais baisser un peu le niveau de langage. Et finalement, c'est eux qui me poussent donc à aller quand même un peu plus loin. Et c'était exaltant. Moi, j'ai passé un après-midi, tu vois. Il y avait aussi l'exercice. Comment est-ce qu'on pouvait aborder ces ateliers-là? Puisque moi, j'étais parti dans l'optique d'avoir un vidéoprojecteur. Je ne l'ai pas eu. Et heureusement, j'avais une toile. Donc, on était prêts. Et je pense que c'est aussi ça la maturité des artistes, hein, c'est que quel que soit le contexte, on s'adapte et moi je pense qu'on s'est adapté. Voilà. Merci Alioum. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.